Sont les nègres, en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Il est sûr qu'il y a, et là justement j'ai montré qu'il y a beaucoup de qualificatifs, beaucoup disons, toute une vision du noir, de l'esclave, comme un être inférieur, etc. Il y a plusieurs termes en arabe. Pour dire esclave, on dit abd. On va dire ghulam, zinji, on va dire aswad. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le terme de aswad veut dire noir. Hein? Zinji va également s'appliquer aux noirs issus de la région, donc de l'Afrique orientale. Donc, on va progressivement assister à ce que la connotation régionale ou ethnique devienne l'équivalent d'esclave. Hein? Et encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, dans le sud de la Tunisie, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. Au nom de ces théories, l'Afrique connaît 14 siècles de chasse à l'esclave. Des attaques menées par des soldats dans le cadre de guerre ou par des bandes armées aux ordres de marchands. Ces attaques, bien sûr, sont d'une violence inouïe. C'est le feu qui est mis dans les cases. C'est des attaques frontales, bien sûr, contre des populations démunies de défense. Et bien sûr, par la suite, bien sûr, c'est un arrachement donc de ces personnes à leur famille, à leur pays. Pour capturer un esclave, les assaillants tuent en moyenne 2 ou 3 personnes. Et dans les villages, il y a une marchandise que l'on recherche particulièrement. En tant que marchandise, bien sûr, l'enfant donc est plus à même d'être réadapté, d'être acculturé, d'être maîtrisé, hein, alors qu'un adulte, il aurait tendance à ne pas accepter sa servitude. Une fois capturés, pour les esclaves, adultes ou enfants, commence alors un long périple. Pendant plus de 1400 ans, la traite suit quasiment les mêmes chemins. Si la route de l'Atlantique a laissé des traces dans l'histoire, le Sahara, lui, a effacé celle des esclaves. 7 millions de personnes y auraient transité sous la conduite de négriers appelés des galabes, des bouviers. On ne distingue pas les esclaves des troupeaux d'animaux. La traversée du désert vers le Maghreb ou le bassin du Nil dure d'1 à 3 mois dans des conditions terribles. Certaines études ont semblé montrer que c'est d'abord ce premier voyage à l'intérieur du continent qui est qui fait le plus de victimes. Seuls ceux qui étaient en très bonne santé donc, pouvaient arriver donc, au terme de la caravane. Manque d'eau, maladie, épuisement, 20 à 30% des captifs succombent. Une mortalité qui approche celle de la traite atlantique. Les esclaves sont également transportés par bateau vers la péninsule arabique, le Caire. Jusqu'au XXe siècle, 8 millions de personnes auraient ainsi été déportées par la mer Rouge. Ils sont entassés dans des boutres, dans des conditions qui, là encore, n'ont pas grand-chose à envier aux navires négriers européens. Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration.
qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%, ça vous donne une idée du massacre. Ce qui explique le prix très élevé également de l'eunuque sur les marchés. Malgré sa cruauté, la traite orientale a duré jusqu'au début du XXe siècle, sans être remise en cause. On passe alors des dessins à la photographie. En 1880, des voyageurs anglais découvrent et photographient ces bateaux chargés d'esclaves. Les bateaux proviennent de l'île de Zanzibar, au large de l'actuelle Tanzanie. Depuis le XVIIIe siècle, ce comptoir arabe est devenu une plaque tournante du commerce. Zanzibar, c'est l'autre Gorée, une Gorée dont on parle peu et que l'on visite rarement. Chaque année, environ 15 000 esclaves sont parqués ici, dans des conditions épouvantables, avant d'être déportés vers l'Arabie, voire le Brésil. What? Madison, what's that? What? The thing that we take for the fruits. Beans. Yeah. You're going to save that for Josh to have because Josh is looking there for Josh to have? What's this now with the dinner? I mean, the to you to be done there. What do you say for Josh for his breakfast? Oh, Jesus. On est courante. Une petite catégorie, une petite classe de planteurs domine une énorme masse servile. Et l'essentiel de la production est assuré par des esclaves. Donc on passe de ce que l'on appelle des sociétés à esclaves, c'est-à-dire où les esclaves sont l'un des groupes sociaux, mais pas du tout le groupe social dominant, à des sociétés esclavagistes, c'est-à-dire dans le cadre desquelles l'essentiel de la production repose sur la main-d'œuvre servile. Le palais du sultan témoigne des fortunes qui s'édifient sur ce commerce des êtres humains. Là encore, comment ne pas comparer la traite orientale à la traite européenne et ses richissimes marchands d'esclaves. Can you stop this going to... Stop! No, not stop. It's you talking. It's you to stop. Jesus. Not bad. Change us to it while you're still talking. Les traites négrières ont une autre facette qui est généralement occultée. « 2004, au Ghana, lancement de l'année mondiale du souvenir de la traite négrière. Après les discours, une pièce de théâtre met en scène une certaine vision de l'esclavage. Une histoire en noir et blanc.
Une histoire qui passe sous silence que les coupables de la traite ne furent pas seulement les Européens et les Arabes. Les coupables étaient aussi africains. Une histoire grise donc, une histoire complexe, trop complexe pour certains. Historien de renommée mondiale, Ibrahima Thioub est l'un des rares Africains à travailler sur la dimension africaine de l'esclavage. L'un des rares à pointer la responsabilité d'Africains dans les deux traites, orientale et atlantique. Est-ce à dire que les esclaves tombés du ciel, il a bien fallu les produire? Il n'y a aucune puissance qui a les ressources, ni politiques, ni économiques, ni technologiques, pour venir sur les côtes africaines, pénétrer à l'intérieur du continent et qui arrive, qui ramasse les gens dans les villages et les amène pour les exporter. C'est parce que des groupes sociaux africains, des élites africaines ont très bien compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de ce facteur externe qui arrive sur les côtes africaines et servir de relais pour la capture des esclaves, organiser une économie assez efficace qui ne pose aucun problème moral à personne à cette époque. C'est à nous aujourd'hui que ça pose des problèmes moraux. Évidemment, les Africains n'ont pas attendu que les Européens leur expliquent ce que c'est que l'esclavage pour l'inventer tout seul, c'est évident. Bon, après, il y a toute cette question, est-ce que les victimes peuvent être coupables en même temps? On préfère une situation simple où il y a les bons et les méchants. Or, dans la réalité, il y a des bons, il y a beaucoup de méchants, et la plupart des situations sont grises. Pendant des siècles, des marchands, des chefs de guerre africains capturent des esclaves à l'intérieur du continent et les revendent aux Arabes et aux Européens. L'existence de ces intermédiaires témoigne d'une autre réalité, plus taboue encore, occultée par cette histoire en noir et blanc. Ce secret bien gardé, c'est que la traite était une pratique répandue au sein même des sociétés africaines, bien avant l'arrivée des Occidentaux et des Arabes, et bien après leur départ. Des millions d'Africains ont été réduits en esclavage par d'autres Africains. 14 millions, selon l'historien anglais Patrick Manning. Au long des siècles, l'esclavage est partout, dans les champs, parmi les concubines, dans l'armée. Tout le monde peut, à tout moment, devenir esclave. L'esclave, c'est l'étranger. Donc d'asservir les étrangers, ça peut se justifier de beaucoup de façons. C'est parce que ce sont des sauvages. Beaucoup de peuples considèrent leurs voisins comme sauvages. C'est même peut-être la définition de sauvage, c'est celui qui est à côté. On voit ça pour la Grèce aussi. Ces esclaves sont généralement capturés au cours de guerres incessantes que se mènent les nations africaines. Au Moyen-Âge, les empires du Ghana et du Mali, par exemple, capturent jusqu'à des dizaines de milliers d'esclaves. Ce qui est plus spectaculaire, c'est les razzias militaires. Une armée en campagne qui va attraper... souvent, c'est que les femmes et les enfants, on tue les hommes, et parfois on capture aussi les hommes, ça dépend des sociétés. Une des grandes sources, c'est le kidnapping aussi. Le kidnapping, ça veut dire que du coup, l'insécurité n'attrape pas les gens que en période de guerre. C'est à n'importe quel moment, votre femme, votre fils, votre fille peuvent se promener et se faire kidnapper. Surtout les enfants, évidemment, c'est plus facile à attraper. Et on a une multitude de récits de gens, d'une ambassade qui se promènent, qui voient un berger, hop, on l'attrape, on va le vendre quelques distances de là. C'est tout ce problème de transformer les gens en marchandises. C'est que du coup, on voit un enfant, on lui dit « Oh, il est mignon, il garde des chèvres »,
on se dit que ça peut me rapporter beaucoup. Et c'est pour ça que ça pervertit autant. C'est une des raisons qui fait que l'esclavage sape totalement les sociétés. On commence à compter la valeur des gens au lieu des relations, de l'humanité. Parfois, les chefs de village vendent des enfants ou des adultes pour éponger leurs dettes. Alors, au long des siècles, des caravanes sillonnent l'Afrique. Une traite cachée, loin des regards, loin de la mémoire. Le XVe siècle est un tournant avec l'arrivée des Occidentaux. La demande explose, les stocks d'esclaves augmentent. L'esclavage interne à l'Afrique est amplifié par la demande des Européens. La traite atlantique des esclaves a développé une violence sans précédent dans les sociétés africaines à partir du XVe siècle. Des royaumes prospèrent uniquement autour de l'esclavage, se faisant des guerres perpétuelles pour s'approvisionner en bétail humain. Au XIXe siècle, l'esclavage interafricain est à son paroxysme. La machine devient folle. Certains royaumes en viennent à compter presque autant d'esclaves que d'hommes libres. Occidentaux, musulmans, africains, tout le monde a participé à la traite négrière. Et pendant longtemps, personne n'a songé à remettre en question cette loi du plus fort. Et puis c'est d'Occident que vient le coup d'arrêt à cette pratique barbare. L'Europe connaît un formidable mouvement des Lumières qui prône l'égale dignité de tous les hommes. Au XIXe siècle, ce mouvement aboutit à l'abolition de l'esclavage d'origine européenne. Ainsi, aux Antilles, les esclaves gagnent leur liberté. L'opinion publique occidentale prend conscience de l'horreur d'une pratique qu'elle avait acceptée et découvre la cruauté des traites orientales ou africaines. C'est l'époque où des journaux publient ces descriptions édifiantes. L'époque où l'on signe des pétitions. L'époque où la lutte contre l'esclavage devient un argument pour justifier la colonisation. Alors, à Zanzibar, les Anglais répriment le trafic des boutres et s'implantent. Au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, les Français libèrent les esclaves et s'installent. C'est donc généralement malgré eux que l'Afrique et le monde arabe connaissent l'abolition. Cela n'est pas sans conséquence. D'abord, la disparition de l'esclavage dans la plupart des pays musulmans a été inspirée par l'extérieur. Tout simplement parce que la modernisation même et des structures économiques et des structures sociales est d'origine exogène. L'Occident est en train de dominer le monde et c'est comme ça que l'esclavage a été aboli. Il n'a pas été aboli dans un souci de construction de société moderne. C'est pas du tout ça. Et dans des pays, par exemple, que je connais mieux, par exemple, si on prend le Maroc, l'esclavage a disparu presque sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est ça vraiment l'élément essentiel. Mais il a disparu sans que le problème soit réellement posé. C'est dommage, parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait mérité d'être posé comme problème, qui aurait mérité d'être négocié comme un vrai passage vers la modernité. L'Afrique noire, qui connaît une difficile transition vers l'indépendance,
reste elle aussi dans le non-dit. Elle choisit d'oublier l'esclavage que d'autres ont aboli à sa place. Cela peut poser problème à une mémoire africaine qui n'a pas été politiquement à l'origine de l'abolition. Et la construction de l'unité qui était nécessaire à la lutte anticoloniale ne pouvait pas se faire en se focalisant sur les contradictions internes aux sociétés africaines, mais plutôt en les percevant globalement face à l'Occident qui posait problème. Aujourd'hui, l'époque de la décolonisation est révolue. Vient le temps de la reconnaissance de sa responsabilité, voire de la repentance. À l'image de Bill Clinton, l'Occident a reconnu sa culpabilité, a entamé un travail de mémoire qui aboutit aux célébrations de l'UNESCO ou à cette visite de Gorée. Now is the time to complete the circle of Les négriers européens sont à juste titre mis au pilori. Pas les autres. Les négriers arabes ou les rois africains. Pourquoi l'UNESCO, chargée justement de dire la mémoire universelle, a-t-elle tant de mal à faire la lumière sur toutes les traites? Ali Moussa est chargé du programme sur l'esclavage. Il est à l'origine d'un travail remarquable et pousse sans relâche les États membres de l'organisation à s'intéresser aux traites africaines et arabes, avec difficulté. Il y a des réticences dans les sociétés et au niveau des pays. Je ne pense pas qu'il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Parce que c'est une question douloureuse, parce que c'est une question qui soulève tellement de choses émotionnelles et affectives. Ce qui est sûr, il y a des résistances au niveau des États, des décideurs politiques, au niveau de la société, des sociétés civiles, parce que comme je vous dis, c'est une question très délicate. Et c'est normal, d'une certaine manière, qu'il y ait des résistances. Parce que certains peuvent se dire, ouvrir la boîte de Pandore de cette mémoire, ça remet en cause tout. Ça peut susciter même je dirais, mais aussi des sentiments de culpabilisation. Culpabilité. Les représentants des États arabes auprès de l'UNESCO sont-ils prêts à admettre leurs responsabilités dans la traite négrière et même à se repentir? Quand on parle avec les Africains, ils ne viennent pas tous les jours pour nous dire « Ah ouais, l'esclavage... Mais comme je dis, dans l'intérêt de tout le monde, en le condamnant, bien sûr. C'est une question qui était dans un certain contexte très limité dans le monde arabe. Et ce n'était pas une question généralisée dans le monde arabe ou dans tous les États arabes. Parce que moi j'y crois qu'il y a beaucoup qui veulent créer des histoires, des pièges partis parfois, ou des gens qui sont anti-arabes ou anti-africains, créer des problèmes en généralisant à travers le temps et l'espace de certaines formes de relations qui avaient existé. C'est comme dire, je ne peux pas traiter avec l'Occident, parce qu'il y a eu les croisades. Maintenant, quand on pense, par exemple, ce n'est pas pour éviter cette question, je le condamne directement. J'aimerais bien voir un travail de mémoire beaucoup plus courageux de la part de certains pays européens concernant le colonialisme et la déstructuration de certaines sociétés africaines. Il y a pas certains intellectuels, mais officiellement, j'aimerais bien aussi le voir, vous voyez. Du côté des officiels arabes, pas question donc de se confronter réellement à la responsabilité dans la traite négrière. On préfère mettre en cause la colonisation européenne. Chez les élites africaines elles-mêmes, dont beaucoup sont musulmanes, le sentiment d'une solidarité avec le monde arabe l'emporte sur l'exigence d'un travail de mémoire. On a l'impression que le grand mal pouvait venir de l'Occident, mais ne pouvait pas venir des voisins musulmans du Nord.
Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord et beaucoup d'autres, du moins du Proche-Orient, sont devenus très amis avec les pays africains. Alors tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident, mais on a décidé de ne pas rouvrir cette page douloureuse. Il existe toutefois des historiens ou des intellectuels courageux qui ont décidé de regarder l'histoire en face, parfois contre leur propre société. Le professeur Tube est de cela. Un événement l'a marqué. Une conférence en 2001 pendant laquelle il a osé sortir des discours convenus et parler de toutes les traites. Quelle a été la réaction de l'auditoire? Dans l'auditoire, il y avait des Européens, il y avait des Africains. Exprès de ne pas dire des Blancs et des Noirs. J'aurais pu le dire. Pour moi, les problèmes que je posais étaient des problèmes inodores, incolores et sans saveur, que c'était des banalités et que personne ne s'occuperait de ma communication. La réaction de la salle, en tout cas du côté des Africains, a été d'une violence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas que c'était aussi chaud et aussi violent. Le sujet que j'abordais, c'était d'une telle sensibilité. Franchement, je n'en étais pas conscient. Mais j'ai senti que dans la salle, il y en a qui se sont levés pour dire que ce que vous racontez, c'est des histoires, vous allez trop vite. Mais je n'ai entendu aucune critique réelle de ma communication, une critique scientifique. Mais ce qui me l'explique, c'est ceci. C'est que quand j'ai terminé mon exposé à Bamako, qu'il y a eu cette réaction violente, mais peu scientifique, mais plutôt réaction épidermique à ma communication, quand je suis sorti de la salle, des Africains sont venus me voir. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même c'est assez représentatif de quelque chose pour me dire, vous savez, ce que vous dites là, c'est vrai, vous avez raison. On doit explorer cet aspect des choses, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Et des Européens sont venus me voir, en aparté toujours, pour me dire félicitations monsieur, je pense exactement la même chose que vous. Vous êtes très courageux de le dire, mais je n'ose pas le dire parce qu'on va m'accuser de racisme. Après avoir écouté ces deux positions que je comprends très bien, je me suis dit, mais où sont les historiens? Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. Ibrahima Tube raconte sans doute une histoire trop complexe pour une époque qui a besoin de vérités simples. Une époque où la peur rend aveugle. Une peur comme un contre-coup d'une histoire tourmentée dont les plaies ne sont pas refermées. En Occident aussi, la véritable histoire des traites négrières est ignorée. Dans cette ignorance, cette indifférence, faut-il voir la peur de froisser les anciens colonisés? Ou à l'inverse, les effets d'un complexe de supériorité de l'homme blanc qui seul serait responsable de ses actes, seul serait accessible à la repentance? Ce serait alors la forme suprême du mépris envers des peuples que l'on jugerait incapables d'avoir commis des crimes. En 1939, Saint-Exupéry décrit dans Terre des Hommes une scène à laquelle il assiste au cours d'un séjour au Maroc. Parfois, l'esclave noir, s'accroupissant devant la porte, goûte le vent du soir. Dans ce corps pesant de captifs, les souvenirs ne remontent plus. Quand il sera trop vieux pour valoir ou sa nourriture ou ses vêtements,
on lui accordera une liberté démesurée. Pendant 3 jours, il se proposera en vain, de tente en tente, chaque jour plus faible. Et vers la fin du 3e jour, toujours sagement, il se couchera sur le sable. J'en ai vu ainsi mourir nus. Les morts coudoyaient leur longue agonie, mais sans cruauté. Et les petits des morts jouaient près de l'épave sombre, et à chaque aube, couraient voir si elle remuait encore, mais sans rire du vieux serviteur. Il se mêlait peu à peu à la terre, séché par le soleil et reçu par la terre. Voilà. Nous avons suivi. Bon, selon vous, est-ce que la traite négrière a été vraiment finie? Est-ce que ça a été balayé? Est-ce que l'esclavagisme a été vraiment fini? Je vous dirais non, ça continue, mais sous une autre forme, car le titre de la vidéo le démontre et bien. L'esclavagisme n'a été jamais aboli. Parce que pour l'homme blanc, l'homme noir, pour lui, est un esclave. Oui, pour l'homme blanc, l'homme noir n'a rien à dire. Il y a des Africains qui ne comprennent pas. Dès qu'ils épousent une femme blanche, pour eux, ils se disent, ils sont arrivés. Ah bon? Non. Il y a des hommes africains qui se retrouvent dehors. Ils deviennent des SDF en France ou clochards par rapport à leur vécu, leur passé. Ils se sont mariés avec des femmes blanches et ils travaillaient comme un dingue. Ils ne mettaient pas de l'argent de côté pour pourvoir en cas de... Ils se disaient que c'était l'amour de la folie, de grandeur. Mais un jour, la femme lui a fait bye-bye. Et il s'est retrouvé dans la merde. Il a, après pété les plombs, il a laissé son travail. Voilà. L'esclavagisme moderne continue. L'esclavagisme moderne. L'esclavagisme a pris une forme, mais dans la modernisation. Comme le titre de mon direct le dit, nous sommes les esclaves modernes. Les chaînes ne sont plus à nos pieds, mais dans nos têtes. Oui, dans nos têtes. Quand tu es noir, tu vas chercher du travail. Tu vas chercher du travail. On te regardera bizarrement. On te regardera des pieds jusqu'à la tête. Parce que tu es noir. Parce que pour eux, est-ce que tu mérites vraiment de travailler? Pour eux, est-ce que tu mérites vraiment d'avoir une place? L'esclavagisme n'était pas vraiment aboli, comme on le pense. En Afrique, l'esclavagisme perdure jusqu'aujourd'hui. Et l'esclavagisme en Afrique, elle est sauvage. On extermine des milliers de gens avec les armes sophistiquées de l'homme blanc. Ils tuent immensément. Et ces armes sont données à des dictateurs. Mais des dictateurs qui sont des marionnettes de la communauté internationale. Oui, communauté internationale du sang, qui aime exploiter les hommes. Communauté internationale qui s'en foutent de l'homme noir. Communauté internationale qui aime que les minéraux. Ils aiment les minéraux de l'Afrique. Les minéraux de l'Afrique est égal au miel.
Mais est-ce qu'ils aiment les abeilles? Ils n'aiment pas les abeilles. À l'époque, nous allons voir, pour le sucre, pour leur sucre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient travailler nos parents pour leur sucre. Regardez, pour les plantations de canne à sucre, ils faisaient travailler nos parents, l'homme blanc. Ils faisaient travailler nos parents pour le sucre. Oui, car le sucre pour eux, c'est magnifique. Ils se sont fait beaucoup d'argent. En 1774, un gentleman anglais du nom de William Beckford of Somerley arrive en Jamaïque avec son épouse pour reprendre l'entreprise familiale. Chez les Beckford, c'est la 4e génération de planteurs. Mon père possédait 3 plantations au bord du fleuve Cabarita. Et à sa mort, elles me sont revenues. À l'époque, elles étaient gérées par des mandataires. Somerley hérite d'esclaves, de propriétés et de 2800 hectares de plantations près du port de Savannah-la-Mar, dans le sud de l'île. Et cela pour une valeur de 120 000 livres sterling, l'équivalent de 2,2 millions d'euros actuels. La Jamaïque est le plus beau pays du monde. On peut y faire fortune, sans l'ombre d'un doute. On peut aussi tout perdre. Mais si on est aventurier, investisseur ou spéculateur, et qu'on a de l'imagination, tout est possible en Jamaïque. Somerley est novice en matière d'esclavage, mais déterminé à améliorer la rentabilité de ses plantations. La plus grande est baptisée Roaring River, le fleuve rugissant. Le maître arrive! Notre maître est là! Nettoyez ça! Vite, il est là! Nous sommes enfin arrivés. Nous allons échapper à cette chaleur infernale. Bonjour, maître. Bienvenue. Bienvenue, maître. Merci. Bonjour, mon petit. Merci. De l'eau pour Madame Beckford. On sait peu de choses sur Charlotte, l'épouse de Somerley, sinon qu'elle était sa cousine germaine. Alors que les Anglaises de l'époque préfèrent rester en métropole, elle brave les dangers des tropiques pour suivre son époux, en attendant de rentrer au pays, une fois fortune faite. Dès son arrivée, Somerley inspecte les champs de canne à sucre. Les Britanniques sont en Jamaïque depuis 1655, quand ils ont pris l'île aux Espagnols. C'est désormais une colonie impériale qui fournit du sucre à la métropole et aux territoires américains. À l'époque de Somerley, l'île compte 700 plantations. Si la pluie continue, la récolte sera bonne. Plus fort! Les esclaves africains sont la base du fonctionnement de la plantation. Et pour Somerley, ils sont parfaitement adaptés à ce travail. Le climat des Antilles est pénible. Chez un Européen, l'humidité provoque de l'indolence. Elle ronge sa santé et au final, sa vivacité d'esprit. La constitution du noir est faite pour ce type de climat. Sa peau est plus épaisse et mieux à même de supporter la chaleur. Plus fort! Comme tous les planteurs, Somerley considère les esclaves comme des bêtes de somme plus que comme des êtres humains. Le soleil brillant sur la peau nue des Noirs est un spectacle magnifique. Les machettes se lèvent et s'abaissent comme les violons d'une symphonie parfaitement orchestrée. À l'époque de son père, un inventaire des biens familiaux montre qu'il a hérité de 910 esclaves pour une valeur de 6 000 livres sterling.
La plantation de Roaring River compte 84 esclaves hommes, 92 femmes, 80 enfants et 3 fuyards. Leur nom, leur affectation et leur prix sont soigneusement répertoriés. Chacun porte le nom de Beckford pour signifier à qui il appartient. Et au XXIe siècle, ce nom de famille est toujours très répandu en Jamaïque. Plus vite! Vous allez trop lentement ici. L'utilisation d'une main-d'œuvre esclave exige une organisation très stricte. Somerly emploie un contremaître blanc qui a 4 surveillants noirs sous ses ordres. Ces derniers sont des esclaves au statut privilégié qui font trimer les autres dans les champs. Ce système repose sur la brutalité et la peur. Dites aux surveillants, aucun jour de congé avant la fin de la récolte. Oui, monsieur. Tandis que Somerly est en Jamaïque à bâtir la fortune de la famille, son cousin, William Beckford of Fonthill, la dilapide en Angleterre. Il vient en effet de prendre la tête de la dynastie Beckford. Le 29 septembre 1781, William Beckford of Fonthill a enfin eu l'âge de la majorité légale. Pour son 21e anniversaire, il devient propriétaire de 22 plantations jamaïcaines achetées ou acquises par des moyens plus ou moins honorables par ses aïeux. Les biens et l'argent qui lui ont été légués valaient presque 1 million de livres, auquel il faut ajouter une rente annuelle de 100 000 livres. Cette immense fortune conduit le poète Byron à le décrire comme le plus riche fils d'Angleterre. La majorité de William est un immense soulagement pour Maria, son ambitieuse mère. Certains veulent s'approprier la fortune qui revient de droit à son fils depuis qu'il a perdu son père à l'âge de 9 ans, et elle s'est toujours battue pour défendre ses intérêts. Mon père a consolidé la fortune familiale en Jamaïque avant de revenir à Londres, dont il a été maire par 2 fois. Pour tout dire, il s'est fait un nom ici. Les gens l'appelaient le Grand Beckford. Maria désigne un fidèle ami de la famille, l'avocat Thomas Wildman, pour gérer les affaires de William. La mère et l'avocat unissent leurs forces pour accomplir une mission difficile, guider et contrôler ce jeune homme frivole et insouciant. Je n'ai jamais été bon à rien, à part composer des airs, bâtir des tours et imaginer des jardins. Désormais riches et respectables, les Beckford s'efforcent de dissimuler l'histoire peu reluisante de leur famille dans les Caraïbes. L'île de la Jamaïque était le repère des aventuriers les plus cyniques et les plus débauchés qui aient jamais existé. Le clan Beckford arrive sur place en 1660 et commence à exploiter les richesses de l'île. Les ancêtres Beckford étaient des gens hauts en couleur. L'arrière-grand-père Peter Beckford était un homme impitoyable, sans scrupules et violent. Le grand-père, Voilà. un autre Peter Beckford. Nous avons suivi ça. Nous allons maintenant passer à autre chose. Parce que c'est important. C'est important. Donc vous voyez, ils ont utilisé nos parents pour des plantations de canne à sucre. Et ils les forçaient de travailler durement. Est-ce que c'est fini? Hein? Aujourd'hui, l'esclavagisme a pris une nouvelle forme. L'esclavagisme moderne. Regardez par exemple en Afrique chez nous. Chez nous, il y a des dictateurs, mais qui sont exactement comme l'homme blanc qui était venu dans les terres africaines
pour voler nos parents. Les dictateurs en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent des vies, ils tuent. Mais tuer des vies, ils les volent. Ils exterminent des vies, ils volent ces vies-là. Et ils les découpent bien et ils les préparent et ils les mangent. Parce que pas mal de dictateurs sont devenus des grands cannibales, spécialistes, parce que ce sont des reptiliens, des avatars. Et ils adorent boire le sang humain, des vampires. Et ils se sont fait baptiser francs-maçons, parce que pour eux, la franc-maçonnerie, c'est là où il y a l'intelligence. Mais grandement faux. Grandement faux. Les dictateurs sont des gens idiots. Et nous avons le devoir d'en terminer avec les dictateurs. Nous avons le devoir d'en terminer même avec des journalistes, des dictateurs. Et ils sont pas mal à Paris, hein. Des journalistes qui travaillent pour des dictateurs. Ils savent quand des dictateurs arrivent en France. Oui, il y a des journalistes africains, ils connaissent. Et ils connaissent des hôtels où des dictateurs iront dormir. Et ils se surnomment journalistes. Mais journalistes de merde. Non. Il y en a marre. La vérité doit être dite. Et elle sera toujours dite. Parce qu'ils ont fait immensément du mal. Ils ont cru qu'ils pouvaient exterminer des milliers de vies. Parce que pour eux, c'était magnifique. Non. You have vegetable on the top as well. Nice dinner. Eat. Eat very nice. You are my best friend. There's no milk here. I'm not telling you how to bite and let me buy from those in the box when you send down there. And you said you're doing psychology. I can't believe it. Everything you want to is called on the field. C'est incroyable ça. Faire souffrir l'homme noir. Et ils aiment ça. Jusqu'aujourd'hui. Au Congo-Brazzaville, on tue, on viole. Et la communauté internationale du sang, les spécialistes à l'époque de l'esclavagisme, comme Jacques Chirac et le nouveau président qui est maintenant Emmanuel Macron, à l'époque quand Jacques Chirac était à l'Élysée, il allait déposer des gerbes de fleurs à côté des statuettes pour dire oui, l'esclavagisme était aboli. Et Emmanuel Macron était à côté, mais grandement faux, l'esclavagisme n'était jamais aboli. Jacques Chirac est un grand menteur. Et Jacques Chirac, la poule de merde, celui qui a fait à ce que le Congo soit dans la situation à laquelle nous nous trouvons. Congo-Brazzaville et même le Congo-RDC. Jacques Chirac a beaucoup participé à la destruction des vies en RDC pour les pillages des minéraux parce qu'il sait qu'il a beaucoup d'argent qui doit rentrer pour lui. Les mallettes de la France-Afrique. L'esclavagisme, oui. Faire de la femme une arme de guerre, ils adorent. Et ça se passe en RDC, ça se passe au Congo-Brazzaville, ça se passe en Côte d'Ivoire, ça se passe au Gabon, ça se passe au Cameroun, en Centrafrique. Partout, l'Afrique va mal. Et ils aiment cela. Pour eux, violenter la femme, c'est bon. Violenter les enfants sexuellement, c'est bon. Mais est-ce que chez eux, ils abusent les enfants? Est-ce que chez eux, ils abusent les femmes? Mais tu essaies, tu vas en prison. Voilà. Voilà l'homme blanc. L'homme qui aime toujours montrer qu'il connaît tout. Mais en réalité, la connaissance qu'ils ont. Mais ils l'ont volé en Afrique.
Les statuettes qu'ils ont mis dans les musées à Paris, des statuettes qu'ils ont mis aux États-Unis, des masques africains qu'ils ont mis en Italie, dans des musées, partout en Europe. Il y a nos statuettes de nos ancêtres et ils gardent nos ancêtres dans des prisons, dans leurs musées. Et ils contrôlent le peuple africain. Et pas mal des Africains qui ont la nationalité italienne, espagnole, portugaise, américaine. Et ils sont fiers. L'Afrique va mal. Et ces Africains, quand vous les regardez, ils s'en foutent de l'Afrique. Mais ils oublient qu'ils sont noirs. Ils oublient qu'ils sont nés en Afrique. Parce qu'ils se disent européens. Et il y en a pas mal qui ont fait des enfants avec des femmes blanches. Et ils sont devenus plus mauvais vis-à-vis des autres Africains. Et il y en a qui utilisent les autres Africains en France pour leur donner des petits boulots, des boulots, mais ils les payent mal. Et ils ne payent pas des taxes. Hein. Ils ne payent pas des taxes, ils ne payent pas d'impôts. Ce n'est pas déclaré. Ils travaillent comme les Chinois font. Il y en a, ils ont un magasin, mais vous verrez, hein, un Chinois qui a un magasin en France, il va faire travailler par exemple 100 Chinois. Mais les 100 Chinois qui travaillent dans son magasin, ils ne payent pas des impôts. Ils travaillent à côté dans des coins cachés. Et lui, le seul Chinois, il a deux Noirs qui travaillent à côté, qui sont là pour soulever sa marchandise. Et les gens se disent de l'État qu'il n'y a que le seul Chinois qui est là. Mais au fait, au sous-sol ou de l'autre côté, il y a plus qui travaillent, mais dans le noir. Et c'est ça. Et ça marche comme ça en France. Et il y a des Africains qui le font en France. Ils ont des dépôts où ils vont mettre de la marchandise. Et le dépôt où ils mettent la marchandise, il y a 10 ou 20 personnes. Mais il n'y a qu'un seul qui a déclaré qu'il a un dépôt. Mais en fait, il y a plusieurs personnes dans le dépôt. Et ils se font de l'argent et après ils montrent qu'ils sont devenus bien. Et ils envoient l'argent en Afrique. Et ils veulent écraser les autres. Mais pour moi, ceux-là, est-ce qu'ils travaillent réellement? Non. Ils ne travaillent pas. C'est du vol. Nous allons suivre. Alors c'est parti. C'est que l'homme africain n'est pas assez ancré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer du mythe de l'éternel retour. C'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé. Car, en effet, il y a une histoire africaine. Voilà. C'est pas fini. On va revenir sur la vidéo. Sur la vidéo. On va revenir. On va revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu l'esclavagisme? Il y a eu l'esclavagisme, il y a eu nos parents tous. Ils ont mis dans des plantations de canne à sucre. Ils ont pris des milliers de noirs, ils ont entassé dans des tiroirs dans leurs bateaux de merde. Et vous avez entendu l'Hongrois de merde, Nicolas Sarkozy, qui ose dire des mots terribles. L'Africain n'est pas rentré dans l'histoire. Hein? Vous avez entendu, hein? Mais Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde,
un jutoboy qui ne méritait même pas d'être président. Hein? Mais la France a fait une erreur de nommer un Hongrois de merde de gouverner la France. Nicolas Sarkozy de merde. Celui qui a fait hyperement mal à toute l'Afrique. Ce que les Gabonais sont en train de subir, Nicolas Sarkozy. Ce que les Gabonais sont en train de subir. François Hollande la pute, le parrain du mariage pour tous. Nous allons suivre cette vidéo. Pour la colonisation, évidemment qu'il y a une histoire africaine. D'abord, on est tous des Africains, puisque l'homme est né en Afrique, il en est sorti il y a 1 800 000 ans. Si on est là, c'est pas si bien parce que l'homme est apparu en Afrique. Et puis après, dans tout le Moyen-Âge africain, ça a duré qu'un siècle, il y a eu des rois, des empires, des royaumes, des batailles. C'est l'équivalent de ce qui s'est passé en Europe entre les Habsbourg, les Bourbons. Il y a eu une chevalerie africaine, il y a des tas de trucs. Par exemple, en 1326, il y a un empereur du Mali qui s'appelle Mansa Moussa et qui fait un pèlerinage à la Mecque. Au passage, il s'arrête au Caire. Il passe pas inaperçu, son escorte fait 60 000 hommes, il a 80 chameaux chargés d'or. C'est pas une petite tribu misérable, c'est un empire, c'est un vrai royaume avec des impôts, des flottes de guerre, ce genre de trucs. C'est ça l'histoire de l'Afrique, une histoire qui a été stoppée quand en Europe, à l'âge des chevaliers, a succédé l'âge des marchands qui ont inventé la traite, et la traite a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et c'est vrai que l'histoire africaine a ralenti. En effet, on n'enseigne pas l'histoire de l'Afrique. On est tous un peu ignorants. Il y a, son jeu de mots, un trou noir, c'est-à-dire qu'on connaît les dynasties chinoises, les Ming, les Song, les Tang, on sait qu'il y a les Aztèques et les Incas, on connaît Raskar Capac ou les rois. Et ça n'est pas en l'histoire de l'Afrique. N'est pas enseigné. Alors quand et ça s'éteint, il y a une culpabilité, il y a en tout cas un manque dans l'apprentissage de l'histoire en France. Voilà, comme si on avait honte de les avoir colonisés. Alors vous avez juste un truc. C'est vrai que pour tous les écoliers de France, l'histoire de l'Afrique commence à la décolonisation, à la colonisation. Mais non, mais il y a une histoire de l'Afrique avant. Et dire que c'est pour les politiques qui voulaient le pouvoir. C'est inutile de dire que le noir descend de son cocotier et qu'il est une proche de l'animal, qu'il n'est pas évolué, comme disait François. C'était vraiment très, très pratique. Et quand toute la clique de Napoléon se retrouve en Égypte, il y a ce magnifique sphinx que l'on voit, et puis il y a Volney, qui est un grand intellectuel de l'époque, qui regarde le sphinx et qui se dit, c'est pas une tête d'arabe ça, le sphinx, les pommettes hautes, la bouche épatée comme ça. Il regarde les coptes autour, et il se dit, c'est un croisement entre un noir et un blanc, enfin il y a quelque chose de négroïde dans le sphinx. Et évidemment, tout ça, ça a été étouffé, c'est dans ses écrits, là, Volney dit, le sphinx est noir, enfin le sphinx est plus proche du noir que de l'arabe, c'est ce qui est logique, puisque les arabes sont venus largement après la fin de l'empire égyptien. Mais il y a quand même une dire, parce qu'en Égypte, du nord au sud, vous avez au sud des Noirs et au nord. Bien sûr, mais vraisemblablement, c'est de par la Tanzanie que c'est parti, puisqu'ils ont simplement suivi le Nil, et donc après, c'était un bassin métissé, mais les premières dynasties, 5e dynastie, les grandes constructions géantes, ce qui fascinait Napoléon à l'époque, il se trouve que c'était peut-être des gens, peut-être pas négroïdes, mais en tout cas noirs de peau, et à l'époque, le noir de peau posait problème. C'est tellement tabou ce que je vous dis là, c'est tellement hallucinant de se dire que peut-être que la civilisation, le début de la civilisation égyptienne pharaonique, ce qui nous émerveille tant, a été bâtie par des hommes qui avaient un taux de mélanine assez élevé, qu'il y a même une science qui s'est constituée, qu'on appelle les africanistes, qui existent encore aujourd'hui. Quand vous allez au Louvre, vous avez affaire à des africanistes. C'est quoi les africanistes? Ce sont des blancs spécialisés des noirs, spécialisés de l'Afrique, et qui nous disent à longueur de page, oui, mais c'était pas trop des noirs, non, parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des caucasiens qui avaient créé l'empire égyptien, puis qui étaient repartis dans le nord. C'était tellement merveilleux, ça ne pouvait pas être des noirs, on était en pleine traite négrière. Vous voyez, déjà, là, on est vraiment dans un conflit où le moral s'est totalement instrumentalisé. Voilà pourquoi c'est piégé, voilà pourquoi il faut mettre des pincettes. Et alors, vous vous appelez mes sœurs et mes frères, pourquoi? Plutôt que mesdames et messieurs. Oh, mes sœurs et mes frères, c'est tout simple, parce que nous sommes d'une certaine manière tous de la même famille humaine. D'abord sur le plan symbolique pur de ce qui est écrit dans la Bible, nous sommes bien tous les fils de Noé, puisque l'humanité a été construite lors du début, puisque Noé avait 3 fils, Cham, Cham et Japheth, et que nous sommes tous descendants de ces 3 fils de Noé, donc par définition, nous sommes au moins, sinon réellement frères, au moins cousins. Nous sommes également tous frères et sœurs, parce que sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants
et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier et qui se sont diversifiés. Et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque